Ok, bonsoir à tout le monde. Je m'excuse pour ce petit retard. On devait commencer à 14 heures. Bon, mais je suis quand même là. Donc, bonsoir et bienvenue à cette petite rencontre. Alors, nous allons parler de l'actualité camerounaise, comme d'habitude. Et nous allons essayer, n'est-ce pas, de vous présenter un certain nombre de paradoxes dans notre pays, déjà par rapport à la gestion du pays, par rapport au gouvernement et les incohérences, n'est-ce pas, des Camerounais vis-à-vis des problèmes de notre pays. Parce qu'on vit dans un pays paradoxal qui a curieusement beaucoup de problèmes, mais malheureusement, on a également beaucoup de distractions. Donc, déjà, lorsque vous observez la scène politique au Cameroun, on a bien l'impression de vivre dans la jungle. Et lorsque vous observez le comportement de ceux-là qui sont supposés être la vitrine de notre pays, ils sont malheureusement à l'image du gouvernement, dans leur cynisme, dans leur hypocrisie. Et c'est bien regrettable parce que la morale publique, elle a vraiment foutu le camp au Cameroun. C'est-à-dire, lorsqu'on observe les incohérences de nos compatriotes sur la place publique, on a envie de pleurer. Bon, alors, nous venons aujourd'hui pour essayer déjà de clarifier ces problèmes de manière objective, de parler dans notre conscience et d'essayer de donner quelques conseils à ceux-là parmi nous au Cameroun qui ont encore un peu de soucis par rapport à l'avenir de notre pays. Ok, l'actualité de la semaine, c'est bien évidemment les candidatures à l'Africa-Foot. C'est l'élection à l'Africa-Foot. Alors, pour une FECAFOOT qui a des problèmes depuis 2010, quand je dis 2010, ça veut dire que depuis le débâcle à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, en passant par l'autre débâcle à la Coupe du Monde au Brésil en 2014, c'est-à-dire 4 ans après, vous comprenez? Jusqu'en 2021, c'est-à-dire que nous avons un débâcle en Afrique du Sud, un débâcle au Brésil, et curieusement, 11 ans après, nous en sommes encore à chercher des présidents à la FECAFOOT. Vous comprenez qu'il y a un problème, un sérieux problème. Parce que déjà, le cadre juridique dans lequel tous ces escrocs évoluent, ça n'a pratiquement pas de sens. C'est-à-dire que ce que vous regardez là, à la FECAFOOT, c'est une lutte de clans. Je dis, c'est une lutte de clans. D'aucuns ont pensé qu'une fois que Iya Mohamed serait jeté en prison, tous les problèmes de la FECAFOOT auraient été résolus. Iya Mohamed est en prison. Est-ce que tous les problèmes de la FECAFOOT sont résolus? Je ne pense pas. Après Iya Mohamed, vous avez eu Tombi Aroko. Après Tombi Aroko, vous avez eu l'autre élection qu'on a annulée. C'est-à-dire que la guerre des réseaux a imposé au Cameroun l'instabilité à la tête de la FECAFOOT. En connivence donc avec la FIFA, les autorités camerounaises entretiennent le flou et sont incapables d'imposer à la tête de cette institution un élément de leur réseau. Tout simplement pourquoi? Parce que personne ne veut respecter les tests. Pourquoi ça ne marche pas avec la FIFA? Parce qu'il y a quand même un cadre international. Si ça avait été les élections présidentielles au Cameroun, on n'en parlerait plus. On aurait imposé quelqu'un et personne n'aurait eu le droit de regard sur la suite. C'est justement ce que M. Paul Biya fait depuis 1982. C'est-à-dire qu'il gagne ses élections automatiquement. La Cour constitutionnelle ou
la Cour suprême impose, n'est-ce pas, son résultat au peuple camerounais et on envoie l'armée massacrer leur population et ça s'arrête là, il n'y a aucun problème. Mais avec la FIFA, pourquoi ça ne marche pas à la FECAFOOT? Le gouvernement a ses hommes qu'il a envie de placer à la tête de cette institution pour mieux les manipuler parce que c'est une affaire de beaucoup d'argent. La FIFA que vous voyez là, c'est une affaire des milliards. La FECAFOOT que vous voyez là, la FECAFOOT gère des milliards. Des milliards. Parce que le football, c'est un gros business d'argent. Mais comme nous sommes dans un cadre national et international, lorsque les Camerounais, à travers leur gouvernement, parviennent à fabriquer le faux, c'est-à-dire créer un faux cadre juridique pour élire des faux présidents, ça ne passe pas sur la scène internationale parce qu'il y a encore des gens qui peuvent aller se plaindre au niveau, par exemple, de la TAS. Et juridiquement, ces manipulations se butent face aux tests. Alors, c'est pour cela que je veux parler de cette affaire, n'est-ce pas, ce dimanche, pour essayer de clarifier la faiblesse des dictatures en Afrique. Parce que nous sommes purement dans une logique de néocolonialisation. Ce qui se passe au Cameroun, ça va être une affaire de réseau qui ne marche pas. Vous comprenez? Une affaire de réseau qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que si ça ne dépendait que du gouvernement camerounais, on imposait un candidat et on oubliait tout ça. Mais parce qu'il y a une institution au-dessus de ce que le gouvernement peut penser, voilà la raison pour laquelle le gouvernement est obligé de négocier et de marcher, de faire la corruption. Mais la corruption ne marche pas face aux tests et face aux hommes déterminés de protéger leur réseau. C'est ça le problème. Parce que ne me dites pas que Abdourahmane, qui a toujours eu à humilier la FECAFOOT à la TAS, est devenu l'unique expert en droit face aux agrégés en droit, comme les Api, les Joseph Owona. Il n'est même pas dans le cercle des juristes au Cameroun. Mais il est capable de démolir des institutions de droit au Cameroun. Parce que quand on dit professeur agrégé en droit, c'est une institution. Vous prenez donc un gars au quartier et il va démolir tous ces monuments du droit au Cameroun. Vous comprenez que dans notre pays, on a un sérieux problème. Ce n'est pas nécessairement un problème de compétence, c'est tout simplement un problème de corruption. Parce que là où la corruption passe naturellement au Cameroun, parce que le pays que vous voyez là, le Cameroun que vous voyez là, c'est le champion de la corruption. Quand ça passe sur le plan national, parce que le garant des institutions a voulu ainsi, n'est-ce pas? Ça bute sur la scène internationale parce que tout le monde ne boit pas la constitution du Cameroun. Voilà pourquoi la TAS malmène la FECAFOOT. Mais comme la FECAFOOT est de mèche avec la FIFA, qui est aussi un réseau de corruption, voilà pourquoi nous en sommes à être embarrassés à chaque fois. Voilà le problème. Donc, je vais d'abord commencer par Samuel Eto'o-Fils. Parce que, vous savez, c'est une chose d'être brillant, mais c'est une autre d'être intelligent. Si Samuel Eto'o était intelligent, parce qu'il n'est pas intelligent, tout ce qu'il aurait pu faire, c'était de se mettre en dehors de cette mascarade qu'on est en train de préparer pour attendre la suite. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour imposer un président à la FECAFOOT pour qu'il gère la CAN. Et après la CAN, ils vont démolir. On va relancer la même affaire à la TAS et on va dire que les élections là, c'était irrégulier. Ça, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que sur le plan schématique de ce que nous, on voit venir, que ce soit Seydou Bobo Dioya ou que ce soit Samuel Eto'o-Fils ou n'importe qui, qu'on va élire comme président avec le comité qu'on a aujourd'hui là,
On va attaquer cette présidence à la tasse et la tasse va annuler les élections et on va revenir à la case de départ. Si je suis Eto'o-fils, avec tous les réseaux et les relations qu'il a, pourquoi est-ce que je vais m'embarrasser dans une élection qui sera automatiquement annulée? Si je suis Eto'o-fils, si je suis intelligent, avec tout mon réseau, avec tous les moyens que je peux mettre pour contrôler la FECAFOOT, pourquoi est-ce que j'irais exposer ma notoriété dans une élection qui est déjà annulée d'avance? C'est la première question. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que des Camerounais qui ont souvent été sur la place publique pour dénoncer les irrégularités au niveau de la manière dont notre pays est gouverné, sont subitement en faveur de la candidature de Samuel Eto'o, qui est certes un très grand joueur, mais qui n'est pas un bon leader. Parce qu'il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on soit direct avec ce genre de situation. Alors, ce qui est d'abord désolant, c'est que vous et moi qui parlons là, nous n'avons aucun pouvoir à la FECAFOOT pour imposer qui que ce soit. Ça, c'est la première réalité. Si on s'embarque maintenant dans le débat sur le tribalisme, on s'enfonce. Pourquoi est-ce qu'on s'enfonce? On s'enfonce parce que Iya Mohamed, tout comme M. Paul Biya, s'était arrangé à ce que au minimum 60% des délégués à la FECAFOOT soient dans sa poche. C'est-à-dire le Grand Nord, l'extrême Nord, le Nord et la Damawa. Les gars ont déjà 60% des délégués. Ce qui veut dire que lorsqu'on sait que Eto'o est à l'origine de l'embastillement de Iya Mohamed est en prison à cause de Eto'o-fils. Automatiquement, ces 60% de délégués ne peuvent pas voter pour Eto'o-fils. Ça, c'est clair. Ça, c'est sur le plan schématique. Or, si vous observez le calme olympien de Seydou Bobo Njoya, c'est parce que Seydou Bobo Njoya, il connaît le réseau. Son père a été le premier président de la FECAFOOT dans les années 60. Son père a été ministre de la Jeunesse et des Sports. Son père est celui-là qui envoie Issa Hayatou à la CAF. Et Issa Hayatou a passé 30 ans à la CAF. Ça veut dire que durant les 30 ans, Issa Hayatou a tissé un réseau puissant dans le milieu du football africain. Ça veut dire qu'au Cameroun, Issa Hayatou a de l'influence sur beaucoup de délégués. Et quand Issa Hayatou se jette dans la bataille, ceci contre Eto'o-fils, c'est tout simplement parce que c'est à cause de Eto'o-fils que Issa Hayatou a perdu le contrôle de la CAF. Parce que Eto'o-fils est allé soutenir Ahmad Ahmad, qui est malgache. Malheureusement, Ahmad Ahmad lui aussi, c'était un escroc. Il a été écarté. Donc, quand on écarte Ahmad Ahmad, l'homme de Samuel Eto'o-fils, et on installe Moussepe, ça veut dire que Moussepe va créer un réseau de relations avec et Issa Hayatou et les Seydou Bobo Njoya, ce qui fait que ça devient une lutte de clans. Or, Moussepe est le président de la CAF actuellement et c'est un milliardaire. Donc, il n'a pas intérêt à ce que Eto'o-fils prenne les commandes de la FECAFOOT au Cameroun pour revenir demain lui créer des ennuis comme il a fait avec Issa Hayatou. C'est la politique. Vous avez vu Moussepe avec Seydou Bobo Njoya à Fouban. Vous comprenez? Parce que c'est une affaire de réseau. Quand ils vont à Fouban, vous comprenez? Ça veut dire que, tacitement, Moussepe est favorable à la candidature de M. Seydou Bobo Njoya. Alors, je ne dis pas cela pour faire croire aux Camerounais que je suis subitement en faveur de la candidature de M. Seydou Bobo Njoya. Déjà qu'il ne m'a pas sollicité pour lui apporter un soutien. Et ensuite, en 2018, quand Joseph Bel Antoine
sollicitait le poste de président de l'Africafoot, c'est bien Eto'o-Fils qui a barré la route à Joseph-Antoine Bell, qui est aussi un footballeur comme lui, qui est d'ailleurs son père. Vous comprenez? Parce que Eto'o-Fils, dans son petit calcul, se disait que si Bell Joseph-Antoine prend les commandes de l'Africafoot, il sera impossible pour lui de revenir quelque temps après pour reprendre les commandes de l'Africafoot. Il a donc préféré soutenir la candidature de Bobo Dioya pour l'utiliser, n'est-ce pas, contre Bell, en sorte que, une fois qu'il prend le contrôle de l'Africafoot, M. Eto'o peut revenir donc quelques années après pour se lancer dans la bataille et écarter M. Seydou Bobo Dioya. Ça, c'est du machiavélisme. Malheureusement, ce que Eto'o-Fils n'a pas compris, c'est qu'en politique, lorsque tu installes quelqu'un sur le siège de président, ça devient très très difficile de l'abattre, même si tu avais les moyens de l'installer comme président. Alors, M. Eto'o-Fils va apprendre cela à ses dépens lorsqu'on l'invite plutôt à devenir vice-président, sous l'entremise du président Tshisekedi, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que Tshisekedi a invité Seydou Bobo Dioya et Samuel Eto'o-Fils à une espèce de conclave pour essayer, n'est-ce pas, de mettre les deux anciens amis sur la même page? Bien entendu, c'est parce que Moussepe, qui est milliardaire sud-africain, a parlé au président Tshisekedi en sorte qu'il essaye, n'est-ce pas, d'arranger cette rencontre pour calmer, n'est-ce pas, les appétits de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, arrogant qu'il est, n'a pas compris que c'est une mesure de le ménager. Il a décidé donc de maintenir sa candidature, ce qui est une bonne chose, exactement comme tout le monde qui a un orgueil surdimensionné pourrait faire. Mais le véritable problème, c'est l'incohérence dans la démarche de M. Eto'o-Fils. M. Eto'o-Fils, si les délégués décident de faire de lui le président de l'Africafoot, je n'ai aucun problème. Mais cela ne va pas m'empêcher de faire une analyse chirurgicale sur le comportement de la personne. Eto'o-Fils, en tant que footballeur, pour l'instant, est le meilleur au Cameroun. Personne ne peut lui retirer cela. Que ce soit en championnat européen, à l'équipe nationale, partout où il est passé au football, il est le meilleur. Ça, on ne peut pas lui retirer cela. Maintenant, Eto'o-Fils, en tant que personne, en tant que leader, est une grosse déception. Grosse déception, pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que lorsque nous on prend le temps pour observer la scène publique, ce n'est pas pour les beaux yeux des gens. Je sais que ce que je vais dire là, il y a des Camerounais qui ne vont pas aimer cela. Mais je ne parle pas pour plaire aux gens. Je parle des faits. Les opinions sont libres, mais les faits sont têtus. Alors, Eto'o-Fils arrive à l'équipe nationale durant les années 2000. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on voit Eto'o-Fils sur un terrain de foot. C'est-à-dire, durant la Coupe d'Afrique des Nations 2000 au Nigeria. Il y avait bien entendu Job qui était là. Et durant cette compétition, il a brillé. Et c'est en ce moment-là qu'il a décollé comme joueur. Depuis ce temps, il a caracolé au sommet des meilleurs au niveau de l'équipe nationale et en championnat européen. Alors, donc, il arrive dans une équipe qui a des leaders, des vrais leaders, parce que ce soit Sombanak ou bien Marc-Vivian Foy, Eto'o-Fils ne pouvait pas lever la tête devant ces deux leaders au sein de l'équipe nationale. Et à côté d'eux, il y avait Jitab Jérémy. Jitab Jérémy étant, n'est-ce pas, déjà dans le championnat européen, avec des grands clubs aux côtés des Figo et tout, était déjà quelqu'un d'assis sur le plan financier. C'est-à-dire, on ne pouvait pas lui faire des chantages. Vous comprenez? On ne pouvait pas lui faire du chantage. Et lorsque vous prenez quelqu'un comme Marc-Vivian Foy à Lyon, c'était aussi un baobab dans le championnat français.
Ce qui veut dire que sur le plan de la respectabilité, quand Eto'o arrive, vous comprenez? Quand Eto'o arrive, les Njitap, les Marc Vivian Foué étaient déjà des grosses pointures, n'est-ce pas, dans le football camerounais. Donc ils ne pouvaient pas avoir la grosse tête. Alors, c'est quand Foué meurt en 2003 que cela fragilise Sombana. Parce que Sombana était certes capitaine, mais il travaillait avec Foué. Parce que quand Foué réunissait les joueurs aux côtés de Sombana, il y avait du calme dans la tanière des Lions. Les gars prenaient les décisions en dehors même de l'entraîneur. Il n'y avait aucun problème. C'est quand Foué meurt que le Cameroun perd un pilier au milieu du terrain, que le Cameroun perd un pilier dans les vestiaires pour résoudre des crises au sein, n'est-ce pas, de la tanière. Son se retrouve donc esselé et ne peut plus avoir beaucoup d'autorité. Et en même temps, Samuel Eto'o-Fils est en train de monter en puissance avec les championnats européens et tout et tout. Donc, nous allons en Coupe d'Afrique 2008 contre l'Égypte. Eto'o a commencé à prendre la grosse tête en ce moment-là. Malheureusement, nous avons perdu cette Coupe d'Afrique contre l'Égypte en finale. Bon, alors, lorsqu'on doit aller au Mondial 2010 en Afrique du Sud, Sombana étant déjà très fragilisé, avancé en âge, Paul Le Guen a estimé qu'il pouvait miser sur Samuel Eto'o-Fils comme capitaine parce que c'était le meilleur joueur au sein, n'est-ce pas, des Lions indomptables. Sauf que c'était une erreur de casting qui devait coûter trop cher à l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que entre 2010 jusqu'à ce que l'on mette Eto'o à l'écart, le Cameroun n'a plus rien gagné. Rien du tout. Donc nous avons fait un passage vide sous l'autorité de Samuel Eto'o-Fils comme capitaine des Lions indomptables. En 2010, en Afrique du Sud, nous avons eu l'espoir d'avoir 0 point dans l'histoire de toutes les compétitions du Cameroun au mondial. On aurait estimé qu'après ce débâcle-là, les directeurs techniques, les présidents de l'Africa Foot, on pouvait balayer ça et remettre la pendule à l'heure pour faire la refonte de l'équipe. Cela n'a pas été fait. On a reconduit Samuel Eto'o-Fils au Mondial 2014 comme capitaine et nous sommes rentrés avec 0 point, avec des bagarres dans les chambres d'hôtel à cause des femmes. On a connu tous les scandales, les partous, les clans, la bagarre entre les joueurs, ainsi de suite. L'entraîneur ne pouvait pas contrôler les clans. Alors, curieusement, c'est lorsque cette vague, cette cuvée est écartée de l'équipe, quand Eto'o-Fils est écarté de l'équipe, que le Cameroun ressurgit au Gabon avec des jeunes joueurs pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 au Gabon. Pourquoi est-ce que je vous fais ce rappel? Parce que nous observons tout ce qui se passe avec tous les détails. Voilà donc un grand joueur qu'on a mal utilisé. Non pas parce qu'il n'est pas performant, mais tout simplement parce que, quelle que soit votre compétence, si vous n'êtes pas bien utilisé, vous resterez une perte pour tout le pays. C'est exactement ce que représente Samuel Eto'o-Fils. Parce que je n'imagine pas un seul pays en Afrique qui a pu avoir un joueur avec un tel potentiel, qui soit allé au mondial pour rentrer avec 0 point 2 fois, sans que les pouvoirs publics ne frappent le poing sur la table. Voilà le problème du Cameroun. Je ne sais pas comment
tout un pays, tout un gouvernement peut arriver à avoir deux grosses désillusions. 2010, 2014, et on ferme les yeux sur tout ce qui s'est passé. Un pays sérieux devait organiser les états généraux du football camerounais, inviter tous les experts dans ce domaine-là, mettre sur pied, n'est-ce pas, des tests clairs qui donnent la possibilité à organiser des élections transparentes à la tête de l'Africafoot pour doter les institutions du football du Cameroun d'un personnel légitime, capable de prendre des décisions qui protègent les intérêts du Cameroun. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On est allé de comité de normalisation en comité de normalisation. Et chaque clan arrive avec son petit plan en tête, avec ses petits réseaux à promouvoir, avec ses milliards à calculer. Et voilà comme ça que les intérêts égoïstes continuent à détruire l'image du Cameroun dans son domaine du sport. Alors, je dis cela pour attirer votre attention sur les causes de la déchéance du Cameroun. Moi, je fais ici une observation d'un enseignant. Je ne vois pas comment je peux envoyer des étudiants à un concours. Ils rentrent avec 0 point. 4 ans après, j'envoie les mêmes étudiants au même concours. Ils rentrent avec 0 point. Et ça ne me gêne pas. C'est-à-dire, je ne prends pas de mesures pour évaluer les causes de cet échec-là. Le Cameroun n'a jamais fait cela. Il n'y a pas d'audit au Cameroun. Il n'y a pas d'audit. C'est-à-dire, quand il y a un problème, chacun se lave les mains, chacun protège son ami, chacun ramasse ses milliards, et les intérêts égoïstes, une fois protégés, le Cameroun peut aller au diable. L'humiliation de tout un pays peut continuer sans aucune conséquence. C'est comme ça qu'on évolue. Malheureusement, dans cette configuration-là, au lieu que les gens se plaignent du mauvais encadrement, de la mauvaise gestion des ressources humaines, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, on se tourne vers le bouc émissaire qui est l'ennemi. Parce qu'à chaque fois que le Cameroun a un problème, au lieu de regarder la chaîne des incompétences, on regarde plutôt les tribus, les origines des responsables. Alors que les origines des responsables n'ont pratiquement aucun problème. C'est l'incompétence qui invite le tribalisme. Ça, c'est clair. Pourquoi je dis cela? Le Cameroun, malgré tout le désordre que nous connaissons du régime Biya, entre 1982 et 2021, a gagné combien de Coupes d'Afrique? Nous avons gagné la Coupe d'Afrique 1984 sous Paul Biya. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique 1988 sous Paul Biya, n'est-ce pas? Nous avons gagné la Coupe d'Afrique 2000 sous Paul Biya. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique 2002 sous Paul Biya. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique 2017 sous Paul Biya. 5 Coupes d'Afrique. Pour dire que le football que vous voyez là, c'est une bonne distraction. Si on veut juger Paul Biya uniquement sur la base des trophées que nous avons gagnés sous lui là, mais il doit être le meilleur président. Or, si on doit évaluer M. Paul Biya, n'est-ce pas, sur le plan du développement, et on essaie juste de le comparer à Paul Kagame, qui arrive en 1994. Parce que Paul Biya, lui, il arrive en 82, et Paul Kagame arrive 12 ans plus tard. Regardez les performances du Rwanda. Les gens vont me dire que non, le Rwanda a exploité la République démocratique du Congo avec les rebelles, ainsi de suite, pour se construire. Non, ça c'est une lecture étriquée de la situation. Ce qui se passe au Rwanda, c'est une espèce de leadership éclairé. C'est certes une dictature. Je ne peux jamais décrire le Rwanda comme une démocratie. C'est une dictature. Mais c'est une dictature éclairée. Éclairée pourquoi? Parce que
Paul Kagame est arrivé à la tête d'un pays qui sort du génocide, qui a tué plus d'1 million de Rwandais. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il a fait le chantage à la communauté internationale. La communauté internationale, donc, pour sauver son image, a investi beaucoup de milliards pour la reconstruction du Rwanda, a investi beaucoup de milliards pour réinstaurer un gouvernement qui fonctionne. Et d'abord, voilà la première source du décollage du Rwanda. Ça veut dire que lorsque ces milliards arrivent, si Paul Kagame était un idiot, il n'aurait pas pu orienter cet argent dans la réforme du système d'éducation du Rwanda, parce qu'au moment où je vous parle aujourd'hui, le système éducatif rwandais est nettement meilleur que le système éducatif du Cameroun. La première décision et la plus importante que M. Kagame a dû prendre après le génocide de 1994, c'est de sortir de la francophonie. C'est d'oublier la langue française pour embrasser l'anglais et le kinyarwanda. Quand il adopte cette politique bilingue, où on parle en même temps la langue locale et la langue anglaise, il s'ouvre au monde. C'est-à-dire, quand je dis qu'il s'ouvre au monde, il s'ouvre aux États-Unis, et les meilleures universités américaines sont allées là-bas investir dans la réforme des institutions universitaires. Le résultat, c'est qu'il est parvenu à créer un hub technologique. On fabrique les ordinateurs aujourd'hui au Rwanda. Et il s'est rapproché même de l'Allemagne, parce qu'aujourd'hui, ils ont un plan de fabrication des voitures Volkswagen. Ce que nous n'avons pas au Cameroun. Donc, voilà un monsieur qui a profité du génocide rwandais pour faire le chantage à la communauté internationale, pour se rapprocher et des États-Unis, et de l'Allemagne, et des grandes puissances, pour éduquer, n'est-ce pas, les Rwandais et les orienter vers la production, vers l'industrialisation. Ça marche parce que Kigali aujourd'hui est l'une des villes les plus propres en Afrique. Kigali aujourd'hui est le centre des affaires. Kigali aujourd'hui, c'est un hub technologique exactement comme le Kenya. Donc, on ne peut donc pas comparer les performances de M. Paul Kagame aux performances de M. Paul Biya, alors qu'il arrive 12 ans après M. Paul Biya. Pourtant, lorsqu'on regarde les ressources naturelles au Cameroun, lorsqu'on regarde les ressources humaines au Cameroun, il n'y a même pas photo entre le Rwanda et le Cameroun. Lorsque vous observez le Cameroun, contrairement au Rwanda, le Cameroun est ouvert à la côte atlantique. Ça veut dire que rien que les ports du Cameroun, que ce soit le port de Kribi, le port de Douala et à Limbe, si on pouvait moderniser la gestion de ces ports-là, tout le Cameroun peut vivre rien que du port. Parce que les pays comme le Tchad, les pays comme la République centrafricaine doivent automatiquement sortir leurs marchandises dans les ports du Cameroun. Rien que ces recettes-là pouvaient résoudre beaucoup de problèmes à l'intérieur de notre pays. Pourquoi on n'est pas arrivé à capitaliser sur notre situation géographique dans le golfe de Guinée, rien qu'avec les ports, pour remettre l'économie de notre pays à niveau? C'est l'incompétence tout simplement et la corruption. Voilà le premier problème. Le second problème, vous avez un pays où on vous parle de l'équilibre régional. C'est l'écran de fumée. L'équilibre régional dont on vous parle là, ça n'a pratiquement aucun sens. Dans un pays qui privilégie la performance, n'est-ce pas, contre la confiscation du pouvoir, voilà comment ça se passe. Dans ces pays-là, on ne vous sélectionne pas sur la base de votre origine géographique, sur la base de votre idéologie politique, sur la base de votre affinité partisane. On vous sélectionne uniquement sur la base de vos performances. Ça veut dire qu'un pays comme les États-Unis, qui veut des ingénieurs, va faire un concours d'ingénieurs. Et ce concours sera géré par une institution privée. Ça ne sera pas organisé par l'État. Alors, vous faites des examens, vos copies sont anonymées,
Celui qui est le meilleur est sélectionné. Peu importe que tu sois de Massachusetts, de New York, de Tennessee ou bien d'Alabama. Ça n'importe, ça ne dérange personne. Que tu sois démocrate ou républicain, tant que tu es américain et que tu as les compétences nécessaires pour servir le gouvernement fédéral, c'est toi qui vas passer. Voilà la logique des pays qui privilégient les performances. Parfois, celui qui gagne ce concours-là est un étranger. Il n'est même pas de nationalité américaine. Vous comprenez? Parce que dans des pays où on privilégie la productivité et la performance, tout le monde a l'œil rivé sur le résultat. Moi qui vous parle, je suis Camerounais. Mais j'ai obtenu une bourse d'excellence académique étant Camerounais à Yaoundé. Il y a aussi des Américains qui ont postulé à cet examen. Ils ont été écartés parce que dans ma cuvée, nous étions 8. Et j'étais le seul Camerounais. Je veux dire, mais le seul Africain. Ils m'ont pris et je suis rentré dans l'université de New York pour un doctorat. Ils ont payé ma scolarité. Tout simplement pourquoi? Parce que les Américains vont à la recherche de la performance, de la compétence. Tant que vous pouvez faire la différence, que vous soyez indien, chinois, français, arabe, peu importe, ou africain, les Américains vont vous récupérer et ils peuvent vous donner la nationalité. C'est ça, la culture de la performance. On va à la recherche de la performance. L'idéologie, ça ne concerne personne. La race, ça n'intéresse personne. Votre origine géographique, peu importe. Tant que vous êtes performant, les États-Unis vont débloquer des moyens pour vous donner la possibilité de vous exprimer. En sorte que cela soit bénéfique, n'est-ce pas, aux États-Unis. Alors, lorsque j'observe un pays comme le Cameroun, nous avons à peine 30 millions d'habitants. Nous avons toutes les matières premières que Dieu nous a données. Nous avons des intellectuels de haute facture. Parce que quand on dit intellectuel camerounais, c'est des gars qui sont à l'aise en français, en anglais, comme les Canadiens. Il n'y a que 2 pays au monde, le Cameroun et le Canada, qui parlent couramment le français et l'anglais au même moment, sans problème. C'est un atout dans le Commonwealth et dans la francophonie. Malheureusement, avec cet atout-là, M. Biya a jeté ça à la fenêtre pour se lancer à la conquête des 2 régions anglophones, en essayant de phagocyter culturellement ces 2 régions anglophones pour imposer dans l'agenda de la France la francophonie à tout le monde. Voilà l'origine de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comme M. Biya est un produit uniquement français, les décisions politiques qu'il doit prendre au Cameroun sont dictées à partir de l'Hexagone, en France. Quel que soit ce que les Camerounais peuvent dire à M. Paul Biya, il va attendre le coup d'appel de M. Macron. Voilà pourquoi ce qu'on a organisé à Yaoundé comme le dialogue national inclusif en 2019 a été arbitré par M. Macron. Le M. Biya n'est même pas allé à cette rencontre-là, mais il a attendu les conclusions de cette rencontre pour aller voir Macron en 2019. Depuis qu'on a fait ça, en 2019, en 2021, qu'est-ce qui a changé sur le terrain? La guerre continue, les soldats meurent, les populations civiles aussi. Et on n'entend même pas le président de la République s'inquiéter publiquement par rapport à ce désastre-là. Mais vous aurez quand même des intellectuels camerounais qui vont aller à la télévision, dire du n'importe quoi, sans toutefois tenir compte du danger que court le Cameroun à mener une guerre dans les zones anglophones de notre pays. Maintenant, revenons encore à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est ambassadeur de l'UNICEF. Vous comprenez? Ce qui veut dire que, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, lorsqu'un enfant tombe à l'école dans les régions anglophones, il doit être le mégaphone de l'UNICEF pour dire que non, s'il vous plaît les gars, on ne peut pas tuer les enfants à l'école. Parce qu'il est déjà ambassadeur de l'UNICEF, donc il ne peut pas dire qu'il est neutre. Il n'y a pas de neutralité
quand vous acceptez d'être le porte-parole d'une institution comme l'UNICEF. Vous ne pouvez pas être neutre. Donc, dites-moi, entre 2015 et 2021, c'est-à-dire 6 ans, vous avez vu Eto'o partout dans le monde, sauf en train de s'inquiéter de la vie de ces pauvres enfants abattus dans les écoles. Vous comprenez? C'est un leader, ça. On ne dit pas qu'il aille devenir un activiste contre la guerre. On dit simplement qu'il assume sa responsabilité d'ambassadeur de l'UNICEF dans ces zones-là. Vous savez ce que Drogba a fait pour la Côte d'Ivoire dans la guerre en Côte d'Ivoire? Il est allé se mettre à genoux devant le peuple ivoirien pour dire que les gars, la guerre que vous voyez là, ça ne nous avance pas. Nous voulons la paix. S'il vous plaît, en pleurant. Vous comprenez? C'est un footballeur, non? C'est une star, non? Il est aussi milliardaire aussi, non? Il a beaucoup d'argent. Il a joué dans les grands clubs. Il est aussi meilleur joueur, non? Pourquoi lui, il a fait pour la Côte d'Ivoire? Alors que son ami Eto'o, au Cameroun, est dans les arcanes du pouvoir pour rencontrer soit le président de la République ou bien venir à la présidence avec le président de la CAF, dire que voilà, la Coupe d'Afrique va s'organiser en 2019, que les Camerounais votent pour M. Paul Biya parce que c'est son père, il lui a tout donné. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. M. Eto'o fils est libre de défendre M. Paul Biya. Mais le Cameroun a aussi des lois. Il y a ce scandale de la double nationalité. Le véritable problème qui se pose dans la candidature de M. Samuel Eto'o fils à l'Africafoot, ce n'est pas seulement sa tête. Il y a les 2 poids 2 mesures que l'on pratique au Cameroun par rapport à la double nationalité. M. Eto'o fils a pris la nationalité espagnole. Il a aussi la nationalité camerounaise. La loi du Cameroun est claire là-dessus, qu'il n'y a pas de double nationalité. Si vous prenez la nationalité d'un autre pays, vous n'êtes plus camerounais. C'est ce que la loi du Cameroun dit. Alors, on ne peut donc pas dire à Prince Dédi Eyamo que tu ne peux pas être président de la SOSENADA parce que tu as la double nationalité. On ne peut pas dire la même chose à Yves Com. On ne peut pas dire la même chose à Joseph-Antoine Bell. Et lorsque c'est le tour de M. Eto'o, on l'aménage, on dit voilà, toi, tu es un Camerounais très spécial, ta candidature doit passer. Ça, c'est le 2 poids 2 mesures. La loi, c'est la loi, même quand elle est mauvaise. Voilà le premier handicap de Eto'o. Parce qu'il est incohérent. Eto'o fils ne peut pas aller sur la toile, essayer de se justifier qu'il a toujours demandé les visas pour rentrer au Cameroun face à M. Richard Bona et revenir subversivement poser sa candidature à l'Africafoot quand il sait qu'il a toujours la double nationalité. Ça, c'est de l'hypocrisie simplement. Quand les Camerounais revendiquaient la double nationalité en 2009, nous n'avons pas vu M. Samuel Eto'o fils s'inquiéter ou bien prendre la parole publiquement pour revendiquer la double nationalité parce que lui aussi, il avait déjà la double nationalité. Il ne l'a pas fait. Il est resté silencieux comme un cap pour faire son petit malin au quartier avec les responsables du gouvernement parce qu'il guettait le poste de président de l'Africafoot. D'accord, il est libre. Chacun doit être libre d'avoir des ambitions au Cameroun. On ne peut pas reprocher à M. Samuel Eto'o fils de vouloir être président de l'Africafoot, surtout qu'il a été un très bon footballeur. Ça, c'est normal. Ce qui est inexcusable, c'est l'incohérence dans sa démarche sur la scène publique. Voilà un monsieur qui n'est patriote que lorsque ses intérêts sont menacés. Il va à l'Africafoot, il dit qu'il est prêt à mourir pour le Cameroun parce qu'il guette le siège de président de l'Africafoot. Il amène avec lui les petits badauds de la briqueterie, alors que ces gars ne votent pas. Vous comprenez? Quand on sait que dans notre pays-là, vous organisez une histoire comme ça,
c'est la police qui s'abat sur vous pour vous embarquer dans les cellules. Parfois pour des motifs qui sont beaucoup moins graves que ça. Mais lui, il menace carrément de brûler l'Africafoot. Tout le monde regarde comme si de rien n'était. Et vous dites que nous sommes dans un pays qui est sérieux. Voilà un même pays où il y a eu 7 leaders politiques fidèles à l'opposition qui sont allés au Hilton pour présenter les conclusions d'un travail d'1 an par rapport à la révision du code électoral que le gouvernement a interdit à travers son sous-préfet pour dire qu'il y a une ingérence dans la gestion des affaires parlementaires. Alors que parmi ces opposants-là, il y avait des députés, il y avait des élus du peuple qui légitimement réfléchissaient sur l'avenir de leur pays. Vous y comprenez quelque chose? Donc, on avance d'incohérence à incohérence. Et on donne des leçons de démocratie un peu partout. C'est bien dommage. Vous comprenez? C'est bien dommage. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, c'est pour cela que je lance un appel aux Camerounais de se mobiliser déjà contre le tribalisme. Parce que le tribalisme est la source de tous les problèmes au Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la source de tous les problèmes parce que déjà, nous avons plus de 200 ethnies au Cameroun. Plus de 200. Quand on parle de la forme de l'État, je vous ai parlé de l'ethnofédéralisme la dernière fois et comment ce n'est pas opérationnel. Les gens vous parlent de fédéralisme communautaire, bon, ils font ces jongleries avec le français. Or, il s'agit des vies en jeu. Vous comprenez? Quand on organise les unités administratives là, c'est déjà pour la sécurité des Camerounais, c'est ensuite pour leur développement et c'est aussi pour leur protection. Donc, si vous allez vers ce qu'ils appellent le fédéralisme communautaire, c'est-à-dire que vous organisez des régions en fonction des tribus et autres, le risque que vous courez, c'est de créer des bantoustans incapables de se mettre ensemble pour travailler, où chacun revendique sa part de gâteau au niveau du gouvernement. Alors, dans cette configuration-là, il y a des risques de conflit sur la base ethnique. Ce que le pays ne peut pas gérer. Je vous ai parlé du Rwanda tout à l'heure. Il y a eu 1 million de morts au Rwanda, tout simplement parce qu'on a prononcé le mot Tutsi et Hutu là-bas. Quand vous regardez le discours politique aujourd'hui, vous avez certainement des inquiétudes par rapport à l'avenir de notre pays. Lorsque les Ewondo, les Betty et autres se prononcent sur la place publique par rapport à d'autres communautés, ça fait peur. Et quand vous entendez aussi d'autres groupes parler par rapport au gouvernement, vous avez l'impression que la guerre va commencer aujourd'hui. Donc, si on veut donc résoudre ce problème, il est temps qu'on se dise des vérités. Qu'on se dise des vérités, même si c'est des vérités qui nous font très mal. Et la vérité, c'est que tout le monde ne peut pas être président. Ça, c'est la première vérité. L'autre vérité, c'est que comme tout le monde ne peut pas être président dans un pays de 30 millions d'habitants, comment est-ce qu'on peut parvenir à organiser notre gouvernement de manière à ce qu'il n'y ait plus beaucoup de convoitises par rapport au siège du président? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelle est la forme de l'État qui peut donner la possibilité au Cameroun de se développer de manière nationale? C'est-à-dire que, au lieu que nous ayons seulement Yaoundé et Douala,
où les gens vont s'entretuer pour le terrain, parce que c'est les seuls endroits où les terres ont de la valeur. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, vous pouvez construire un peu partout au Cameroun sans être riche avec votre maison. Mais il faut aller plutôt à Yaoundé ou à Douala pour commencer à rentabiliser votre investissement dans l'immobilier. Donc, après 60 ans d'urbanisme à Douala et à Yaoundé essentiellement, n'est-il pas temps de réorienter le développement du Cameroun maintenant à partir des régions? Voilà l'enjeu dans la décentralisation. L'enjeu dans la décentralisation, c'est qu'on a atteint un seuil de développement à Douala et à Yaoundé, qu'on a l'impression que 70% des Camerounais vivent maintenant à Douala et à Yaoundé parce que chacun cherche à rentabiliser son investissement dans l'immobilier, dans ces zones-là. Ce qui crée un développement orienté vers les milieux urbains. Et ça exacerbe l'exode rural. Et dans le même temps, ça crée le grand banditisme et la pauvreté dans ces grandes agglomérations. Il n'y a pas de travail, le chômage dans les grandes villes. Ça crée le grand banditisme, alors que nos villages sont vides, avec des terres qu'on peut exploiter dans l'agriculture. Pour un gouvernement réfléchi, n'est-il pas temps de changer de stratégie de développement pour miser sur l'agriculture et désengorger les grandes villes vers les régions de manière à créer d'autres pôles de développement à partir de l'industrie de l'agriculture? Ça, c'est un gouvernement qui réfléchit, un gouvernement intelligent. Dans ce cas, au lieu de s'endetter à hauteur de plus de 10 000 milliards pour construire les stades, vous imaginez combien d'entreprises dans le domaine de l'agriculture le Cameroun aurait pu construire dans l'arrière-pays? Et vous imaginez en retour combien le Cameroun pouvait gagner en devises pour ce genre de développement productif? On a préféré dépenser des milliards dans les rétrocommissions, les éléphants blancs, les stades qui vont être abandonnés après la compétition, exactement comme ce qui s'est passé au Gabon. Nous ne disons pas que c'est mauvais d'investir dans le sport. Mais si on investit dans le sport sans au préalable définir une politique du sport qui peut rentabiliser ces infrastructures-là, ce qu'on est en train de faire là, n'est-ce pas? C'est des éléphants blancs. Ce qu'on appelle les éléphants blancs, c'est des infrastructures qui vont périr sans toutefois apporter des devises à l'État. Vous ne pouvez pas endetter le pays à hauteur de plus de 10 000 milliards qu'on va automatiquement rembourser dans des éléphants blancs qui ne vont rapporter absolument rien du tout. C'est ça la vérité. Puisqu'après la CAN, ces stades vont être abandonnés. Si le championnat national n'est pas viable, ces stades ne servent à rien. Vous comprenez? Donc, ne me dites pas que si ces stades-là, parce qu'un stade qui coûte 200 milliards, c'est quand même une industrie du chocolat qu'on a installée sur place qui va produire 10 000 milliards dans 10 ans. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Ça dit que vous investissez 10 000 milliards dans une industrie de production de chocolat. En 10 ans, si le plan de montage de cette affaire-là est bien structuré, en 10 ans, vous allez récupérer les 10 milliards. Vous allez remettre les 10 milliards dans les caisses de l'État. Et les Camerounais seront fiers de cet investissement. Même s'ils se sont endettés, vous allez rembourser cette dette sans aucun problème. Mais vous investissez 10 milliards dans des stades qui ont été surévalués avec des rétrocommissions. La vérité, c'est que vous perdez des milliards que vous n'allez pas récupérer. Or, on ne gère pas de l'argent de l'État comme si c'était ses propres fonds. Voilà le problème que nous reprochons à l'État. Mais où sont les intellectuels pour parler de ça? Ils sont dans leur chambre pour calculer les postes de responsabilité dans les universités, dans les ministères, ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois qu'ils sont nommés à ces postes, ils se taisent. Parce qu'au Cameroun, les gens sont prêts à mourir pour leur poste. C'est exactement ce que Eto'o est en train de faire. Il est prêt à mourir parce qu'il veut devenir président d'Africa Foot. Mais en dehors de ça, il ne va jamais se prononcer sur les affaires du Cameroun. Vous comprenez? C'est ça. À quoi ça nous sert donc, ces Camerounais-là,
qui vous chantent leur patriotisme, juste le temps de récupérer une parcelle de pouvoir et de narguer le reste des Camerounais. À quoi ça nous sert cela? Vous pensez que M. Eto'o-Fils jouait à l'équipe nationale gratuitement? N'est-ce pas? Il faisait les grèves pour les primes. Voilà un pays où le soldat camerounais meurt dans une guerre parce qu'il défend les couleurs du pays avec un salaire dérisoire. Mais un joueur de l'équipe nationale qui gagne des millions parce qu'il joue avec les couleurs de l'équipe nationale vient sur la place publique et il est applaudi comme un héros qui va sauver le Cameroun à travers le football. Ça ne dérange personne. Et les gens disent qu'il est martyr alors qu'il a gagné toute sa vie dans le football. C'est grâce au football que M. Eto'o-Fils existe. C'est grâce à l'équipe nationale qu'il a eu de la lisibilité. C'est grâce à l'équipe nationale qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Aussi simple que ça. Alors, si aujourd'hui, les gens veulent me faire croire que Eto'o est tellement patriote, il aime tellement son pays, qu'il est prêt à mourir pour l'Africafoot, je dis à ceux-là qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont peut-être amnésiques, mais nous ne le sommes pas. La différence entre eux et nous, c'est que nous sommes allés à l'école et nous avons la jugeote. On a la capacité de lire à travers les lignes les faits et gestes de chaque Camerounais. Vous comprenez? C'est ça. On ne demande pas aux Camerounais de faire trop. On demande aux Camerounais d'être lucides, d'être capables d'apprécier les choses à leur juste valeur. Oui, soyons sérieux. Mais les gens qui veulent me forcer à choisir entre Eto'o-Fils et Samuel, entre Samuel Eto'o-Fils et M. Sédou Bobo Njoya, tout simplement sur la base ethnique, sont des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux. Parce que des deux là, je ne vois pas dans les conditions actuelles quel pouvoir M. Sédou Bobo Njoya ou Eto'o-Fils ont pour reformer l'Africafoot. Ils n'en ont pas. Tant qu'ils seront les laquais du gouvernement camerounais, ils n'ont pas la parole. Parce que c'est le gouvernement qui va dicter à leur place. Ils seront devant les faits accomplis. Ils n'ont pas d'autonomie. Ils seront des chiens du gouvernement. Donc ce n'est pas ce genre de personnage qui peut changer quoi que ce soit. Ça fait malade. Ça nous rend malade. Vous comprenez? Écoutez. Revenons un peu en arrière. Parce que quand nous on parle comme ça, les gens ne comprennent pas que nous, contrairement à beaucoup de Camerounais, quand nous prenons la parole sur la place publique, c'est d'abord, de manière désintéressée, et de deux, ce n'est pas parce qu'on cherche à être vu. Moi, j'ai pris soin de ne jamais défendre d'un groupe au Cameroun, que ce soit le gouvernement, que ce soit même l'opposition. J'ai l'indépendance de m'exprimer sur les affaires du Cameroun en toute objectivité. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'une fois que vous êtes dans le gouvernement, quelqu'un quelque part peut vous faire le chantage. Et votre analyse sera biaisée en fonction de votre patron. Si j'étais aujourd'hui à l'université de Yaoundé 1 comme professeur, vous avez vu la mésaventure de Frédéric. Tout un recteur qui commandait toute une armée de venir embastir un enseignant d'université pour aller faire fouetter l'enseignant d'université dans le bureau d'un colonel. C'est ça la réalité. Donc, il faut donc être extrêmement fou pour s'exprimer objectivement sur les affaires de l'État dans ces conditions. Vous comprenez? Parce que votre vie est en danger. Il faut que les Camerounais reconnaissent cela. Mais, nous avons compris cela. Je veux dire 16 ans avant. Parce que moi, j'ai été recruté à l'université en 2005 comme enseignant d'université à Yaoundé. À l'époque, j'avais 26 ans. J'ai enseigné pendant 1 an. J'ai regardé autour de moi
Et j'ai eu pitié de moi. J'ai dit non. Si vraiment je veux être pertinent dans ces histoires-ci, ce n'est pas dans ce cercueil que je vais évoluer. Et moi, j'ai sollicité une bourse d'excellence académique auprès des États-Unis. Et Dieu merci, j'ai eu cela. Une fois donc sorti du Cameroun, je me suis lancé dans le vide. J'ai approché des sommités sur le plan intellectuel, les gens comme les Noam Chomsky, et j'ai compris certaines choses. Maintenant, quand je m'exprime, c'est une vision qui ne peut pas être une vision située. C'est une vision globale qui analyse les faits avec une certaine indépendance, avec une certaine objectivité et de manière désintéressée parce que je n'ai peur d'aucune influence du gouvernement camerounais. Ça, c'est clair. Mais je veux aussi être honnête que cette position ne doit pas me donner les ailes de manquer l'humilité de reconnaître que mes collègues qui sont restés à Yaoundé 1 ont les mains liées et ne peuvent pas s'exprimer librement comme moi. Il faut que je reconnaisse cela. Maintenant, comment on peut arriver à changer ce genre de système? C'est là où il faut une alliance stratégique entre mes collègues qui sont restés sur place et d'autres qui ont pris le courage de se lancer dans le vide comme moi pour apprendre dans d'autres institutions, pour se former, pour développer des expertises, pour développer de la compétence qui puisse servir l'avancement, sinon la réforme du système éducatif de notre pays. C'est dans cette mouvance que je me situe. Je lance donc un appel à ces intellectuels-là qui sont coincés de retenir que le Cameroun nous appartient. Quel que soit votre degré de compétence, ayons l'humilité de reconnaître que c'est ensemble que nous devons travailler pour déjà reformer les institutions et doter notre pays d'un système gouvernant qui mise essentiellement sur la compétence. Ça, c'est la première démarche. La seconde démarche, nous devons travailler à asseoir une société civile qui soit débarrassée de l'influence de la machine étatique qui embrigade tout le monde sous forme de prise d'otage. Parce que le gouvernement fonctionne comme le preneur d'otages. Quand vous êtes enseignant d'université, vous êtes l'esclave du gouvernement. Si vous êtes dans l'armée, vous êtes l'esclave du gouvernement. Si vous êtes le juge, vous êtes l'esclave du gouvernement parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut vous nommer ou qui peut vous dégommer. Soyons honnêtes de reconnaître cela. Maintenant, comment on fait pour contourner cela? C'est ça la bonne question. Il ne s'agit pas de diaboliser les Camerounais de l'intérieur qui, malgré eux, travaillent pour le gouvernement, étant mal à l'aise parce qu'ils sont très mal payés. Mais il s'agit plutôt de créer des conditions de dialogue qui donnent la possibilité à ces Camerounais de s'exprimer à travers des bonnes volontés capables de fusionner ces différents groupes dans un grand ensemble qui donne la possibilité de réforme. C'est à peu près de cette manière qu'il faut réfléchir. Ce qui veut concrètement dire que vous soyez dans la diaspora ou que vous soyez à l'intérieur de notre pays, il n'est pas ici question de faire la compétition pour prendre le palme d'or du bon patriote. Vous comprenez? On ne force pas quelqu'un à aimer son pays. C'est un peu comme votre famille. Est-ce que moi je dois venir vous émasculer sur l'amour de votre mère?